Donc voilà, bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la radiologie urinaire qui va s'intéresser aux malformations. Les malformations, ça veut dire lorsque les structures anatomiques concernant les voies excrétrices et le rein et la vessie et autres, ils subissent une altération qui est anormale. Donc cette altération, nous allons voir dans ce cours comment on va être capable de les repérer lors de la radiographie, de l'urographie intraveineuse, n'importe quelle méthode pour voir ces altérations. Donc voilà. Les malformations, bien sûr, elles sont très fréquentes, comme le rein ectopique ou bien plusieurs reins, les deux reins qui fusionnent, c'est très fréquent. Les urtères, les urtères qui sont différents, etc. Donc troisième type de malformation, après les malformations cardiovasculaires ou bien orthopédiques. Donc ils sont مش très لسه fréquents, وش c'est pour cela. ايه Qu'est-ce que tu m'as dit? ولا كسمه كده يلا رجع Voilà. On continue. Donc leur gravité est variable en fonction du degré de malformation. بحال زعما إذا كان 3 reins, ça veut dire que واحد non fonctionne donc c'est viable. Par contre, une malformation de la vessie qui est fermée, ce n'est pas vraiment viable. Donc leur diagnostic doit être rapide pour éviter les complications et surtout l'évolution vers l'insuffisance rénale. Donc dans la plupart des cas, les circonstances de découverte de ces malformations sont fortuites. Ça veut dire un nouveau-né, il présente par exemple un signe banal, on va faire une exploration radiographique et vous allez voir, oh, il a une malformation de la voie urinaire. Ou bien à cause d'une infection, à cause d'une fièvre, dysurie, insuffisance rénale, ou bien diagnostic anténatal. Lors du diagnostic, la recherche en général, l'examen complet, il va trouver une malformation. Donc ce n'est pas vraiment la malformation elle-même qui donne ces signes. Et donc les moyens pour trouver ces malformations, il y en a plusieurs, comme on a dit. Soit l'échographie, l'urographie intraveineuse, la cystographie, la scintigraphie, etc. Donc il y en a plusieurs méthodes. L'IRM, il constitue l'examen de choix qui remplace l'urographie intraveineuse et la scintigraphie parce que vous comprenez très bien que le nouveau-né, il est encore en croissance, donc si on l'irradie, il y a le risque de malformation encore plus, etc. C'est pour cela, dans le cadre de l'exploration, si c'est possible, on va la faire à l'aide de l'IRM. Donc pour diviser les malformations, on va les regrouper en deux parties. Les malformations qui concernent le haut appareil urinaire, ça veut dire ce qui se trouve en dessus de la vessie, et les malformations du bas appareil urinaire, ce qui se trouve en dessous de la vessie. Donc les malformations du haut appareil urinaire, elles vont concerner le rein, les calices, la jonction pyélo-urétérale ou bien l'urtère. Donc c'est n'importe quelle structure en dessus de la vessie. Donc les malformations du rein, ils peuvent concerner soit le nombre, ça veut dire un individu peut présenter 3 reins, 4, un seul rein, etc. La taille, le siège ou bien la structure, ça dépend de quel type de malformation. La première chose, c'est l'agénésie, l'absence d'un rein. Il n'a pas de rein. Donc c'est aussi une malformation, le nombre. Donc il aura soit un seul rein ou bien zéro. Regardez ici, si l'agénésie est bilatérale, il est incompatible avec la vie. Il va mourir sur le champ. Bon, pas vraiment sur le champ, mais il ne peut pas continuer sa vie. Donc l'agénésie rénale, c'est quoi? C'est l'absence de toute ébauche parenchymateuse de la voie urinaire. Ça veut dire que le rein, il n'existe pas. Il n'a pas de parenchyme, il n'a pas d'artère rénale, pas de voie excrétrice, pas de glomérule, rien. Donc c'est vraiment la moitié du rein qui a disparu. Donc la génésie, elle peut être soit unilatérale, ça veut dire qu'elle concerne un seul, c'est elle qui est la plus fréquente, des découvertes fortuites, associées souvent à des anomalies génitales homolatérales, comme hypoplasie utérine ou ovarienne, ça dépend. Donc la moitié de l'utérus ou bien l'ovaire de ce côté, elle aussi est atteinte. Ou bien elle peut être bilatérale. S'il est bilatéral, donc dans ce cas, elle est incompatible avec la vie parce que c'est comme si l'individu il était en insuffisance rénale terminale, le nouveau-né. Ça veut dire que rapidement, il y aura l'accumulation de l'ammoniac, de la créatinine, etc. Et ce qui va induire les complications graves, le trouble hydroélectrolytique. Et vous savez très bien que le milieu intérieur il est en équilibre. Et si cet équilibre est perturbé, ça va causer un dysfonctionnement multiviscéral. Tous les viscères vont souffrir. Donc regardez ici, la génésie rénale, regardez le rein contralatéral, qui est normal, il présente un parenchyme avec des pellicules, avec le- le- voilà. Donc, alors que à droite, vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment de développement des les voies excrétrices et la vascularisation sur le parenchyme rénal.
Ça veut dire que le rein n'a pas subi sa lobulation, etc. Il n'a pas eu la formation des les grands calices, les petits calices, les pyramides de Ferrat, le Malpighi, etc. pour rendre ce rein fonctionnel. Donc l'agénésie rénale, ça veut dire que le rein, il n'exerce plus sa fonction. Une autre malformation de nombre, c'est un rein surnuméraire, un rein de plus. Regardez ici, il peut y avoir 3 reins, 4, donc découverte fortuite, elle est très rare. Ou bien une hypoplasie rénale, la taille du rein elle est plus petite que la normale, donc réduction de taille sans anomalie parenchymateuse, ça veut dire qu'il est quand même fonctionnel, mais il est plus petit que la normale. Elle est toujours unilatérale et asymptomatique, donc c'est pour cela que la fonction n'est pas altérée. Donc en échographie, la différenciation corticomédulaire est respectée. Ça veut dire qu'on peut toujours voir la corticale et la médulaire. Vous vous rappelez en échographie d'un rein normal, la médulaire était hypoéchogène, alors que la corticale était hyperéchogène par rapport. Donc on pouvait voir ces différences. Ce n'est pas comme l'agénésie rénale où il n'y avait pas cette différenciation. On peut aussi avoir une dysplasie. Une dysplasie, ça veut dire une altération de le degré de multiplication. Ça veut dire qu'on peut avoir des zones qui sont très développées et des zones qui sont moins développées. Donc l'arrêt du développement embryonnaire normal du rein avec une différenciation anormale du tissu métanéphrogène. Regardez ce rein. Il y a des zones qui sont très dilatées, il y a des zones très petites, ratatinées. Donc lorsque le rein il est petit, il s'agit seulement d'une hypodysplasie. Mais s'il est de taille variable, on parle d'une dysplasie multikystique. Ça veut dire qu'il y a des kystes, des régions autour du rein qui se développent et des zones dysplasiques, hypoplasiques qui sont ratatinées et petites. Et cette dysplasie rénale, elle touche un seul rein. Je ne pense pas qu'elle touche les deux reins à la fois parce que, comme on a dit, si les deux reins sont malades dans ce cas, c'est incompatible avec la vie, le nourrisson peut plus, le nouveau-né peut plus continuer et donc voilà. Regardez ici, l'échographie, on remarque cette dysplasie rénale multikystique. Donc on trouve plusieurs kystes. Donc on trouve plusieurs kystes. واش صوتي كيتقطع اللي حتى انت صالح دابا محمد كيقول راه الصوت كيتقطع عليه. صالح. Donc voilà, le rein, la dysplasie rénale multikystique, ça veut dire que le rein il est hypoplasique, ça veut dire qu'on ne trouve pas vraiment le parenchyme rénal très développé et les kystes multiples au sein du rein. Regardez ces images, vous vous rappelez le kyste, paroi fine, le contenu anéchogène parce qu'il est uniforme, etc. Donc voilà, rein polykystique, donc forme infantile de la polykystose rénale, donc c'est une lésion rare qui conduit souvent à la mort. Mais voilà, comme on a dit, l'échographe, on va voir plusieurs kystes avec les structures dialumes, etc. Donc elle a une transmission génétique autosomique récessive, l'atteinte est bilatérale dans ce cas. Ce n'est pas comme la dysplasie polykystique, mais c'est à peu près la même chose. L'insuffisance rénale s'installe avant l'âge adulte, donc il meurt à un âge précoce parce que le rein il est non fonctionnel. Regardez ici, le rein polykystique. Donc l'échographie montre des reins augmentés de volume, hypoéchogènes avec perte de la différenciation corticomédulaire par présence de multiples petits kystes. Regardez ici, encore une fois, ces kystes avec la paroi fine, anéchogène, etc. Donc rein polykystique, regardez ici encore une fois une autre coupe, une échographie du rein qui nous montre ces kystes, etc. Rein polykystique, donc c'est la forme infantile. Ensuite, la malformation du rein en termes de la position, le rein peut se trouver autre part. Vous connaissez très bien que la position des reins normale, elle est lombaire, et le rein gauche, il est plus haut situé que le rein droit. Mais l'ectopie rénale, c'est lorsque la position du rein, elle varie. On les classifie soit l'ectopie basse, l'ectopie croisée, ça veut dire qu'un autre rein, il rejoint un autre rein, ou bien le rein intrathoracique, ce qui monte vers le haut. Donc l'ectopie basse, elle peut être soit lombaire, iliaque ou même pelvienne, ça veut dire elle descend vers le bas, vers l'os, donc au pelvis, etc. Elle peut être soit unie ou bien bilatérale. La découverte dans la plupart des cas, elle est fortuite, parce que un rein ectopique, mais qui garde quand même sa fonction, ça n'aura pas vraiment de conséquences, ça n'aura pas vraiment de symptômes. C'est pour cela qu'on ne va pas vraiment trouver quelque chose qui nous indique qu'il s'agit d'une malformation. Ce n'est qu'une découverte fortuite. Le diagnostic soit par l'échographie ou bien au niveau du scanner. L'urographie intraveineuse elle est utilisée de moins en moins, mais tout de même elle va nous montrer le parenchyme rénal ou bien les calices dans une position différente. Regardez cette image.
vous voyez le rein droit qui est très bas situé. Donc c'est une ectopie rénale basse. Donc ectopie rénale basse. Au niveau du scanner, nous sommes dans la région pelvienne parce que vous pouvez voir l'os. Ensuite, vous voyez le rein à côté. Normalement, le rein, il ne se trouve pas ici. Il commence même à comprimer. Par exemple, ici, on voit la vessie. Et c'est probablement ça le côlon sigmoïde. On peut avoir aussi l'ectopie rénale croisée. Ça veut dire que les deux reins se trouvent du même côté. Croisés, ils se croisent. Ça aussi, ça ne donnera pas vraiment un signe. Et donc, la découverte, dans la plupart des cas, elle est fortuite, comme on a dit. Donc, ça veut dire que lors d'un examen complet, on fait une imagerie du corps en entier et on trouve cela, alors qu'il ne donne pas de signe, pas de dysurie, pas d'oligurie, pas d'insuffisance rénale, ni rien. Donc l'urtère, lui aussi, est de manière du rein ectopique, croise la ligne médiane. Donc regardez ici, l'urtère du rein, qui normalement était droit, se trouve gauche avec l'autre. Donc l'urtère, il croise la ligne médiane. Et il va dans la vessie par un orifice en position normale. Donc cette ectopie, elle ne concerne que le rein. Donc l'ectopie rénale, regardez ici. L'urographie intraveineuse, elle montre le premier urtère. Est-ce que vous voyez ma souris? Est-ce que vous voyez ma souris? Ah, Donc voilà. Regardez le rein gauche, normalement, il suit le trajet normal, l'urtère. Mais le rein droit qui croise, son urtère, il croise la ligne médiane. Regardez ma souris, où est-ce qu'elle va? L'urtère, il croise la ligne médiane. Donc c'est ça l'ectopie rénale croisée. L'ectopie rénale ensuite intrathoracique. Regardez ici le diaphragme et le rein qui va en intrathoracique. Elle est très rare, mais elle est possible. Ensuite, on peut aussi avoir le rein en fer à cheval. Ça veut dire que les deux reins, ils fusionnent. Rein fusionné, c'est la forme la plus fréquente. La forme la plus fréquente est le rein en fer à cheval. Il fusionne, intéresse surtout les deux pôles inférieurs. Regardez ici. Ce sont les deux pôles inférieurs qui sont fusionnés. Et voilà. L'isthme qui les relie est constitué par du parenchyme et par une bande fibreuse. Donc le rein en fer à cheval est situé le plus souvent en avant des gros vaisseaux et en dessous de l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Donc ça va donner comme une pince avec le gros vaisseau derrière et l'artère mésentérique inférieure qui passe devant. Donc rein fusionné, regardez ici. On peut voir qu'il y a les ombres rénales qui se croisent au centre, sur la ligne médiane. Au scanner, regardez, c'est plus visible, surtout après injection de produits de contraste. On peut voir les deux reins qui fusionnent au centre, le rein droit et le rein gauche. On peut aussi avoir une hydrocalice, c'est une dilatation d'une ou plusieurs calices. Il peut être soit de cause intrinsèque ou bien extrinsèque, ça veut dire que soit il y a un problème au niveau des voies rénales, il y a un problème des cellules, etc. On peut aussi avoir une mégacalicose, ça veut dire que les calices sont plus grandes que la normale. Hypoplasie des pyramides de Malpighi avec ectasie passive, ça veut dire ectasie, et donc fermeture passive de ces pyramides et multiplication des petits calices, ce qui va induire ce mégacalicose. En urographie, les tiges calicielles sont courtes et larges, donc d'où le nom mégacalicose. Le bassinet et l'urtère ne sont pas dilatés parce que l'atteinte est surtout au niveau à l'intérieur du rein. Le contour du rein lui aussi est normal dans ce cas et ne doit pas être confondu avec une hydronéphrose. L'hydronéphrose par contre, elle concerne le pyélon et elle induit une dilatation du rein, le gros rein. Donc c'est la différence de la mégacalicose avec l'hydronéphrose. Donc regardez ici, la malformation des calices. En urographie intraveineuse, on peut voir les calices qui sont très dilatés. Regardez, comparé avec l'autre rein, sans dilatation pyélique ni urétérale. Donc il n'y a pas de problème sur les voies excrétrices. Et il y a seulement les calices qui sont très dilatés. Donc c'est la mégacalicose. On peut aussi avoir un diverticule précaliciel. C'est quoi un diverticule? C'est une entrée du parenchyme rénal sur les calices. Normalement, il doit y avoir, on doit respecter la structure. Le passage de parenchyme, pyramide, parenchyme, pyramide. Mais ce diverticule, c'est une sortie d'une structure qui commence à comprimer ses voies. Donc, la cavité intraparenchymateuse remplie d'urine est bordée par un épithélium transitionnel. Donc, c'est une structure qui apparaît et qui commence à comprimer. Donc, elle peut communiquer avec le fornix ou avec la tige d'un calice normal par un canal très étroit. Regardez au niveau de l'urographie intraveineuse ce qu'on voit. On peut voir ce diverticule qui comprime le calice en regard. Donc c'est un diverticule, c'est ça la définition. On peut le voir aussi. Et précaliciel parce que c'est avant les calices.
On peut aussi avoir une malformation de la jonction pyélo-urétérale. Donc c'est le syndrome de la jonction pyélo-urétérale. C'est quoi là, ce syndrome? C'est une dilatation des cavités pyélo-calicielles en amont d'un obstacle. Donc lorsqu'on a un obstacle quelque part, lithiase ou bien une malformation, ça veut dire que c'est fermé ou bien quelque chose d'autre, on aura une dilatation du pyélon, ça veut dire du bassinet, et des calices. En amont, ça veut dire avant l'obstacle. Donc voilà, l'échographie, elle met en évidence cette dilatation. Donc il y a le degré variable, ça dépend bien sûr du blocage, comment il est. Et il confirme aussi le niveau d'obstacle. S'il y a par exemple l'absence de dilatation de l'urtère, ça veut dire que l'obstacle il se trouve avant l'urtère, directement. Donc pour vous expliquer encore plus un peu cette idée, paint. Donc voici, nous avons le rein ici, nous avons les calices, voilà. Nanana. Ensuite, vous avez le pyélon et l'urtère. Si vous voyez que l'urtère est de calibre normal, ça veut dire que le blocage il se trouve quelque part en haut, avant, donc en amont de l'urtère. Et on aura aussi la dilatation. C'est ça le syndrome de la jonction pyélo-calicielle. C'est lorsqu'on a cette dilatation du pyélon et des calices qui commencent à écraser le parenchyme rénal. Vous vous rappelez, surtout de la stadification, stade 1, 2, 3, etc. En fonction de type, le degré, le gonflement de ces régions et les conséquences que ça va avoir. Si je me rappelle, il y avait le stade 1, 2A, 2B et 3. Avec ensuite le stade le plus grave, c'est le reflux intrarénal, où les urines commençaient à retourner vers le rein. Vous vous rappelez de ça? Bon. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va voir sur le scanner, sur la radiographie ou bien l'échographie. L'échographie, on va voir le pyélon qui est très dilaté, avec son contenu anéchogène surtout. Anéchogène, parce que c'est l'urine qui s'accumule là-bas. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de pyélonéphrite, ni rien. Regardez ici, vous vous rappelez la classification, donc comme on a dit, normale, stade 1, 2A, 2B et 3. Ensuite, c'est ça la stadification qu'on avait vue. Donc regardez ici, on peut voir la dilatation franche du pyélon et des calices. Vous voyez ici? Et ensuite l'urtère qui est normale. L'urtère, il n'y a pas de problème. Voilà, hydronéphrose majeure, les calices qui commencent à écraser le parenchyme rénal. C'est une hydronéphrose majeure due au syndrome de la jonction pyélo-urétérale. Avec cortex conservé, désolé. Donc le cortex n'est pas encore écrasé. Mais voilà, c'était ça où on se basait pour les classifier. Lorsque cette dilatation elle commence à aplatir le parenchyme rénal, donc nous sommes dans le stade 2B ou bien 3, les stades graves, les stades avancés. Donc hydronéphrose majeure avec un cortex rénal fin. Regardez ici. Vous pouvez voir cette hydronéphrose, le pyélon et les calices. Et ensuite on peut voir la paroi du parenchyme rénal. La paroi elle est très proche des calices. Ça veut dire que le parenchyme a commencé à être écrasé, à diminuer de taille. Donc le syndrome de la jonction pyélo-urétérale, elle est aussi visible sur l'urographie intraveineuse. Elle est très visible même. Les signes typiques, normalement, qu'est-ce qu'on aura? Un retard de sécrétion. Parce que bien sûr, le parenchyme rénal a été écrasé, donc la fonction rénale, elle diminue, et donc nous aurons un problème. Par rapport bien sûr au rein contralatéral. Et ensuite, lorsqu'on aura l'excrétion, la dilatation, elle va être très visible. Avec un bassinet globuleux, vous vous rappelez, biconvexe. Parce que normalement, il était concave et convexe. Mais il va maintenant être biconvexe et un aspect en boule des calices. Retard de l'évacuation, stagnation d'urine opacifiée, etc. Donc regardez ici l'image. Vous pouvez voir très facilement ce syndrome de jonction pyélo-urétérale qui induit l'hydronéphrose. Donc regardez les calices qui sont très distendus, globuleux, et le pyélon ou bien le bassinet qui est lui aussi biconvexe. C'est bon? Voilà. Donc le scanner, il n'y a pas vraiment d'indication. La scintigraphie, elle aussi, il confirme l'obstacle. Donc vous regardez ici l'imagerie, un scanner, reconstitution coronale. Vous pouvez voir les calices très dilatés, etc. Maintenant, les malformations qui concernent l'urtère lui-même. Donc la première chose, c'est les duplications partielles. Donc on parle de bifidité. C'est quoi? C'est un dédoublement incomplet de la voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au final, ces deux voix doublées, ils vont fusionner avant de rentrer sur la vessie.
Parce qu'on va la différencier des duplications complètes. Les duplications complètes, on a carrément deux uretères sur le même rein. Donc, qui se rejoignent au final à un niveau quelconque, soit piélique, lombaire, iliaque, pelvien ou intramural, ça dépend. Regardez ici, ou bien une duplication complète. Deux uretères qui sont différents et qui proviennent du même rein. Et ils vont s'aboucher sur deux orifices différents au niveau de la vessie. Donc là, on parle de uretères diphelphes. Là, on parlait de bifidité, maintenant c'est diphelphes. Le dédoublement de ces deux uretères est complet. Dans leur portion intramurale, les deux uretères cheminent dans une même gaine. L'urtère supérieur est celui qui s'abouche le plus bas dans la vessie et l'urtère inférieur s'abouche plus haut, autre part. Donc le diagnostic il se fait soit par urographie intraveineuse ou bien IRM. Regardez les images. Donc là on a la bifidité, les deux urtères qui se rejoignent à un niveau quelconque. Mais dans le rein gauche, les deux urtères qui vont autre part, dans deux orifices différents. Donc là on est dans la diphelphe. Donc ce sont deux notions différentes, soit une duplication partielle, ça veut dire qu'ils se rejoignent dans une région quelconque, ou bien ils sont carrément séparés, et ils s'abouchent dans deux orifices différents. Voilà. Regardez ici au niveau de l'urographie intraveineuse, vous pouvez voir le rein gauche qui a deux urtères, et qui vont se fusionner avant d'atteindre la vessie. Donc là c'est une duplication partielle. Regardez, le premier, le deuxième. Ensuite, ils vont fusionner et on a une seule voie finale vers la vessie. Mais dans le cas, regardez ici, maintenant c'est une bifurcation, c'est une duplication complète. Regardez le rein gauche, encore une fois, mais maintenant ils ne fusionneront jamais parce qu'on peut voir les deux voies excrétrices jusqu'à la vessie. Donc c'est une duplication complète. Ensuite, l'autre malformation c'est un méga-urtère. C'est un urtère plus dilaté que la normale. Bien sûr, vous allez me dire, mais un méga... Oups, désolé. Mais vous allez me dire, un méga urtère, oh mais ça doit être bien, donc c'est pas grave, c'est un urtère, ça va quand même faire passer l'urine, etc. Vous devez savoir que un organe qui devient plus grand que la normale, il va induire un problème au niveau du péristaltisme, au niveau des muscles. Parce que l'urtère, il siège un muscle. Et ce muscle, il ne peut plus faire passer l'urine normale. Donc on aura plusieurs problèmes. Donc un méga-urtère, c'est une dilatation congénitale de l'urtère en amont d'un segment terminal obstructif. Donc il y a un problème quelque part, et en amont, avant ce problème, l'urtère il est plus grand que la normale. Et ça va induire des conséquences différentes. Soit un méga-urtère obstructif, un méga-urtère refluent, qui va causer le reflux. Et dans ce cas, on va avoir les conséquences de ce méga-urtère. Donc il peut se révéler par une infection. Parce que rappelez-vous, le reflux urétéro-vésical, le piélo-urétéral, donc on parle de plusieurs grades, il pouvait induire l'infection, la pullulation microbienne. C'était un facteur favorisant. Et c'était ce signe qui nous montrait que cet enfant ou là, cet individu avait un méga-urtère. Donc soit par l'échographie fétale, et parfois la découverte elle est fortuite. Parce que normalement un méga-urtère il n'a pas de symptômes. Et on ne verra que la conséquence, l'infection parce que le liquide il stagne, etc. Donc désolé, donne-moi juste un instant, je reviens tout de suite. Donc on continue. Comme on a dit, le méga-urtère, normalement, la plupart des malformations en général, on ne les verra pas vraiment directement. La découverte, soit elle est fortuite, ou bien due à un signe secondaire. Dans le cas du méga-urtère, ça va induire un reflux des urines, et c'est un facteur favorisant de l'infection, et nous n'allons voir que les symptômes de l'infection. Et lorsqu'on va explorer, on va trouver que cet individu a un méga-urtère. Voilà. Donc méga-urtère, regardez ici, on peut voir très franchement une dilatation de l'urtère, un aspect filiforme. Du bas-urtère, ça veut dire qu'au niveau inférieur, l'urtère, il retrouve ses dimensions normales. Donc c'est ça ce qui nous fait voir qu'il s'agit d'une dilatation. Donc regardez, sur l'urographie intraveineuse, on peut voir facilement ces urtères qui sont plus grands que la normale. Comparez-les avec les images précédentes. Regardez l'urtère, normalement. Et regardez maintenant comment il est dans l'urographie intraveineuse. Et la partie distale, elle est normale, encore une fois. Ensuite, ces malformations, ils peuvent induire un reflux. Et le reflux, vous connaissez très bien, il est grave parce que
On classifie d'abord en plusieurs stades. Stade 1, 2, 3, 4, 5, vous vous rappelez. Et ça va induire le problème majeur d'infection. C'est un facteur de risque majeur, facteur favorisant. Donc c'est un passage permanent ou intermittent du niveau des urines au niveau du haut appareil urinaire, par défaillance de la jonction urétéro-vésicale. Donc l'urtère qui s'abouche au niveau de la vessie, elle ne s'abouche pas correctement. Parce que rappelez-vous, je vais juste donc regardez ici. Ici c'est une coupe, voici sa tête, votre tête, vos yeux. Donc en descendant en bas, la vessie elle a cette forme, en quelque sorte, avec ensuite l'urètre. L'urtère il s'abouche dans un angle comme ça, à peu près. Et cette structure, elle diminue le risque de reflux. Mais lorsqu'on a une malformation, par exemple, l'urtère qui s'abouche directement en haut, c'est un facteur favorisant. Lorsque le muscle va se contracter, par exemple, vous vous rappelez le détrusor, ça va induire un reflux vers le haut, ça va remonter. Donc il y a des malformations qui vont augmenter le risque de reflux. Normalement, il y a des méthodes qui protègent contre cela. Mais les malformations, ça va induire que ces facteurs sont dépassés. Et donc, on aura des reflux à répétition, et donc c'est le facteur favorisant des infections et autres. Donc, c'est une uropathie malformative la plus fréquente, c'est le reflux. Il touche essentiellement la fille. La cystographie rétrograde, c'est l'examen clé, parce qu'on va voir qu'après la miction, il y a un reflux vers le haut du produit de contraste. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de vidange de la vessie, etc. Donc, on distingue soit le reflux primitif, il résulte d'une anomalie directement du système physiologique anti-reflux, comme je viens de dire, ou bien le reflux vésico-urétéral secondaire. Secondaire à une deuxième atteinte. Soit un obstacle organique, ça veut dire qu'il y a l'hypertrophie de la prostate chez l'homme, par exemple, ou bien les valves de l'urètre postérieur, etc. Ou bien une vessie neurologique, un obstacle fonctionnel, et ça va induire le reflux, parce que l'accumulation des urines qui ne sont pas, il n'y a pas de vidange normale, et donc ça va remonter vers le haut. Il peut être passif, spontanément lors du remplissage vésical, ou bien actif lors de la miction. Comme on a dit, hypertrophie de la prostate, ça va bloquer et l'individu il continue à pousser, à augmenter la pression intravésicale, et donc les urines ils doivent sortir par quelques moyens. Et ça va induire un reflux secondaire à l'hypertrophie de la prostate. Donc comme on a dit, on les classe en 5 grades. Le grade 1, il y a le reflux. Le grade 2, le reflux il atteint jusqu'au pyélon. Donc normalement, le grade 1, c'est le reflux vésico-urétéral. Ça concerne juste l'urtère. Le grade 2, ça touche même le pyélon sans dilatation. Le grade 3, ça induit une dilatation du pyélon et des calices. Donc c'est comme si on avait une hydronéphrose. Le grade 4, il est encore plus grave parce qu'il y a des signes de pyélonéphrite chronique. Les bactéries qui s'infectent et comme il fait l'inflammation, inflammation. Donc la pyélonéphrite chronique, l'une de ces signes, c'est la paroi qui devient épaissie et ça peut même présenter, elle devient fibreuse, elle devient dure. Et le grade 5, ça induit un dolicho-méga-urtère. C'est la même chose. L'urtère, il devient plus grand que la normale et plus lent parce qu'il commence à accumuler plus d'urine, donc il s'adapte et il devient plus grand. Donc voilà les 5 stades. Le grade 1, le reflux urétéro-vésical, donc de la vessie jusqu'au l'urtère. Le grade 2, ça commence à toucher les pyélocaliciels. Le grade 3, on a une petite dilatation. Grade 4, on a la pyélonéphrite chronique, l'inflammation et l'infection. Le grade 5, c'est le méga, le dolicho-urtère. L'urtère qui lui aussi devient plus long et plus grand, large. Voilà, regardez ici. On peut voir le reflux au grade 1, parce que ça touche seulement l'urtère. Vous voyez ici? Ensuite, nous avons le reflux probablement de grade 3. Vous voyez la dilatation pyélocalicielle aussi à droite, le rein droit. Donc, on peut les classifier en fonction de grade, ce reflux vésical. Donc voilà, grade 1, grade 3. Très bien. Voilà, grade 3, bilatéral. Ensuite, nous avons le grade 5 avec le dolicho-méga-urtère, etc. On peut aussi voir un urtère rétrocave qui passe derrière la veine cave. Donc c'est une malformation rare, mais qui ne va pas vraiment donner de signes. Parce que, comme on a dit, le rein est toujours fonctionnel, les voies excrétrices sont toujours fonctionnelles. Donc on va la voir en urographie. En urographie, on peut voir l'urtère qui va passer derrière la veine.
Donc, bon, l'urographie intraveineuse, on la voit pas vraiment ici, mais ça va dessiner la structure. Il y a l'urtère qui passe autour. Ensuite, les anomalies de terminaison de l'urtère. Si l'urtère s'abouche dans une région différente que la normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, l'urtère, comme on a dit, il s'abouche derrière la vessie et il traverse le mur, le segment intramural, vésical. Mais si nous avons un problème, dans ce cas, l'abouchement il se trouve autre part. Donc on a soit l'ectopie urétérale, l'abouchement extravésical d'un urtère. L'urtère se trouve autre part. Plus la terminaison ectopique, plus le rein a des chances d'être dysplasique et ectopique, parce qu'il va être non fonctionnel, parce qu'il ne va pas être capable d'évacuer les urines, donc il va diminuer sa fonction, l'insuffisance rénale, etc. Chez la fille, l'abouchement de l'urtère d'une duplicité, ça peut être possible, l'urtère, donc dans un autre urtère, ça peut se faire dans le vagin, ça peut se faire dans la vulve, n'importe où, et ça peut induire l'incontinence urinaire, parce que vous connaissez très bien que les sphincters, ils se trouvent en dessous de la vessie. Donc si l'abouchement il se fait autre part, ça veut dire qu'il traverse les moyens de la continence urinaire. Et dans ce cas, ça va nous donner l'incontinence. Chez le garçon, l'abouchement peut se faire soit dans l'urètre, dans l'urtère, dans le tractus génital, n'importe où. Donc ce sont des anomalies, ce sont l'ectopie urétérale. Et ça va aussi, encore une fois, donner une incontinence urinaire parce qu'on dépasse le système de continence, le système de protection. On peut avoir, donc l'échographie, elle peut montrer au niveau du pelvis une structure tubulaire ou pseudokyste indépendante de la vessie, qui doit être différenciée d'une urétérocèle. C'est quoi l'urétérocèle? L'urétérocèle, comme le nom l'indique, c'est la descente de l'urtère dans la vessie. Donc au sein de la vessie, la structure anéchogène, on trouvera une paroi de l'urtère qui se trouve à l'intérieur de la vessie. Donc en urographie, la sécrétion est souvent faible parce que comme on a dit, elle induit avec elle une hypoplasie rénale parce que ce rein il va perdre sa fonction. Et la recherche de signes en faveur d'une duplication méconnue doit être soigneuse, etc. La cystographie, elle aussi, peut mettre en évidence un reflux si l'abouchement est urétral. Donc lors de la miction, une portion va passer vers l'urtère parce que l'urtère il s'abouche dans l'urètre. Donc voilà, c'est très important que vous compreniez un peu les termes. Je mets de chouchouir. Urètre, urtère. Urètre, ou la vessie. Urtère, c'est avant la vessie, entre le rein, entre le pyélon et la vessie. Donc maintenant, on va avoir l'urétérocèle. Donc comme on a dit, c'est la descente, c'est l'hernie intravésicale de l'urtère. Donc entre le hiatus du détrusor et son abouchement. Donc on distingue soit l'urétéro simple ou unique, ou bien sur un système double. Donc on va voir sur l'échographie ce que ça va nous donner. Regardez ici, l'urétérocèle simple. Au sein de la vessie, on trouve la paroi de l'urtère. Normalement, ce n'est pas normal, parce que la vessie, il n'y a rien au centre. Il y a juste les urines, c'est ce qui nous donne ces structures anéchogènes. Mais on peut trouver cette paroi. Donc, voici les types de ce qu'on peut voir. Soit une urétérocèle simple, ou bien double. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a. Donc l'orifice de l'urtère est intravésical, souvent sténosé, et la personne sous muqueuse de l'urtère dilatée fait une hernie pseudo-kystique. Donc ça donne l'aspect d'un kyste, plus ou moins volumineuse, ça dépend de combien de la taille de la paroi, etc. Sans intéresser le col, ça ne touche pas le col de la vessie, parce que l'urétérocèle, ça va toucher surtout la partie haute de la vessie. Donc on a dit, l'urétérocèle, on les distingue de deux types, soit simple, c'est la forme la plus fréquente, ou bien double. Mais la double, elle est rare. Regardez ici le schéma qui nous montre l'urétérocèle, en quoi ça ressemble. Et voici l'échographie, qu'est-ce qu'on va voir? Comme on a dit, au sein de la vessie, on va trouver la paroi de l'urtère. Regardez ici, la vessie, et on trouve l'urétérocèle. Donc voilà, encore une fois, on peut associer deux malformations à la fois. Donc rappelez-moi, deux urtères qui fusionnaient. Bon, non, on va dire, puisque on a besoin d'une urétérocèle double, donc hado, ils ne doivent pas fusionner. Donc c'est une duplicité de quel type? Partielle ou bien complète? Bon, complète. Parce que voilà, les deux urtères auront des abouchements différents. Ce n'est pas comme le... Donc on parle de diffelf.
Donc voilà, c'est tout concernant les malformations du haut appareil urinaire. Donc on avait vu le rein, qui pouvait concerner le nombre, la taille, la position, etc. On avait vu le pyélon et les calices, notamment le syndrome de la jonction pyélo-urétérale surtout, pyélo-urétérale surtout, qui induisait aussi l'hydronéphrose, et on l'a classifié en plusieurs stades. Ensuite, nous avons vu les malformations de l'urtère, la taille, la longueur, la position, l'abouchement, est-ce qu'il est normal ou bien anormal, ectopique, etc. Avec le signe le plus marquant, c'est le reflux vésico-urétéral et on les classifiait eux aussi en grade de 1 jusqu'à 5. Maintenant, nous allons voir les malformations du bas appareil urinaire, ça veut dire après la vessie. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, soit les valves de l'urètre postérieur, ou bien l'extrophie vésicale, ou bien autre malformation de l'urètre. Donc, ça va concerner principalement l'urètre. Donc, valve de l'urètre postérieur, c'est très important. Pourquoi? La notion de valve. Parce que, comme on a dit, il y a des systèmes qui protègent contre l'incontinence urinaire, notamment les sphincters. Donc, si nous avons un problème au niveau de l'urètre postérieur, le signe le plus marquant, c'est soit l'incontinence ou bien autre chose. Donc, c'est un repli membraneux, congéniteux et obstructif même. Donc, valves de l'urètre postérieur qui vont bloquer l'urètre, désolé, l'urètre, mais chez l'urtère. C'est le premier diagnostic qu'il faut évoquer devant une dysurie chez le nouveau-né. Donc, c'est parce que c'est très fréquent et c'est très marquant. C'est le signe pathognomonique. Son retentissement, c'est immédiatement le reflux. Parce que si l'urine ne sort pas, elle va monter vers le haut. Donc, ce retentissement sur le haut appareil urinaire est très intense et variable, exposant surtout à l'insuffisance rénale chronique terminale. Ça veut dire un rein qui perd complètement sa fonction. Et c'est très grave. Imaginez avec moi un nouveau-né qui se présente dès le plus jeune âge et vous allez lui donner la dialyse pendant toute sa vie. C'est insupportable. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention et très rapide. Le traitement est une urgence. Donc le diagnostic est basé sur la cystographie, qui va nous montrer une dilatation de l'urètre postérieur et qui va commencer à comprimer la lumière de l'urètre, avec vessie à paroi épaissie et reflux vésico-urétral, oui, souvent bilatéral. Donc le traitement est d'une urgence pour se débarrasser de cette valve et de cette dilatation, pour laisser la voie ouverte, pour laisser passage des urines, pour ne pas causer ces complications graves. Regardez ici, on peut voir dans l'urographie intraveineuse, ou bien désolé, la cystographie rétrograde, on peut voir la dilatation au niveau de l'urtère, et ensuite de l'urètre, et ensuite la sténose, le blocage. Vous voyez à droite? Et ça induit avec elle le reflux. Vous voyez? Le dolicho-méga-urtère, la vessie dilatée, les calices en boule, le pyélon biconvexe, etc. C'était les signes de reflux de stade 5 même. Stade 5, là, ça va induire une diminution de la fonction rénale. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très rapide, il faut traiter cette atteinte pour éviter la complication grave. Et comme on a dit, c'était l'insuffisance chronique rénale terminale. Ça veut dire que le rein est zéro. Vous vous rappelez du DFG? On le classifiait de 120 jusqu'à 0. 120 millilitres par minute par centimètre cube, par centimètre carré, parce qu'on le rapportait à la surface corporelle. Et dès qu'on se trouvait inférieur à 120, on parlait d'une maladie rénale chronique. Maladie rénale. 120, 90, 90, 60. Et dès qu'on se trouvait inférieur à 60, on parlait de l'insuffisance rénale. Et on les classifiait en plusieurs grades. 60, 30, 30, 15. 15, 0, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale, qui nécessitait la dialyse pendant toute sa vie. Voilà, encore une fois, la cystographie rétrograde. Et on trouve la sténose et la dilatation en amont, avant la sténose. C'est le signe très marquant. Vous voyez? Donc l'urètre antérieur qui est très, très étroit et épaissi avant la sténose. C'est bon? L'urètre postérieur. Donc c'était une atteinte qui concernait l'urètre postérieur et on le voit très facilement. Voilà, les valves de l'urètre postérieur. Et ça pouvait induire le reflux vésico-urétéral. Donc ça montait tout vers le haut. Et ça pouvait induire même, regardez ici, le grade 4, les signes de pyélonéphrite chronique. Voilà, en scanner, qu'est-ce que ça donne? Non, je pense à laisser l'IRM chez scanner. Et
l'échographie, qui nous montre la néphropathie de reflux. La néphropathie, c'était l'atteinte du parenchyme rénal qui commençait à perdre sa fonction. Donc voilà, valve de l'urètre postérieur, etc. On peut aussi voir une extrophie vésicale. C'est une aplasie plus ou moins complète de la paroi abdominale ou sous-ombilicale. Ce qui induisait que la vessie, elle va se trouver à l'extérieur du corps humain. On pouvait la voir cliniquement. Donc le nouveau-né se présente et on voit la vessie qui est découverte. Donc qui concernait ainsi que la paroi antérieure de la vessie, du col, de l'urètre, de la verge ou du clitoris. Donc le diagnostic est clinique, ça veut dire que le nouveau-né, on le voit et on voit la vessie qui est découverte. L'imagerie doit apprécier le degré de stase urinaire supérieur, ainsi que la valeur fonctionnelle. Donc l'imagerie, elle est complémentaire pour évaluer le diagnostic de gravité, le retentissement. Mais regardez ici une image, une extrophie. Vous voyez la vessie qui est extériorisée même, avec le gland, l'urètre, etc. en bas, qui sont un peu, et qui sont hypoplasiques, parce qu'ils perdent en quelque sorte leur fonction. Les autres malformations, on parle d'hypospadias. L'hypospadias, ça veut dire que l'orifice, le méa urétral, il ne se trouve pas où est-ce qu'il se doit trouver. Rappelez-vous, au niveau de la verge, du pénis, le méa urétral se trouve de la partie terminale. Mais l'hypospadias, hypo, ça veut dire qu'il se trouve en dessous. Regardez, l'urètre, il se trouve dans la partie inférieure de la verge. Regardez. Donc on parle soit d'hypospadias ou bien hypospadias sévère, dû à une malformation du conduit urétral. Ou bien un épispadias. L'épispadias, c'est l'inverse. Ça se trouve sur la face dorsale, vers le haut. Regardez. Donc voilà l'hypospadias, l'épispadias, etc. Donc voilà, c'est tout concernant les malformations de l'appareil urinaire. Principalement, comme j'ai dit, ces malformations, elles n'induisent pas vraiment de signes cliniques. On ne peut voir que le retentissement, notamment les atteintes rénales. Alors la fonction rénale, elle n'est pas altérée, pas vraiment. Ça veut dire que nous pouvons voir que les signes secondaires, notamment lors du reflux, nous n'allons voir que l'infection. Ça veut dire que ne va se présenter à l'hôpital qu'après qu'il y ait une pyélonéphrite ou bien une autre atteinte. Lors les atteintes hypospadias, ils peuvent vivre avec. Ce n'est pas vraiment un grand problème. C'est pour cela que ces malformations, elles sont très variées, très fréquentes. Et la plupart des découvertes, elles sont fortuites. Parce qu'elles sont viables. Mais certaines malformations, elles sont très graves, comme on a dit. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Certaines malformations, ils ont un retentissement non viable, grave. C'est pour ça qu'il faut les dépister précocement, le nouveau-né, la prise en charge, etc. Vous connaissez très bien. Donc c'est bon. Voilà. Après, on a quelques QCM. Je vous les laisse pour que vous les fassiez seuls ensuite. Et voilà, c'est tout concernant ce cours des malformations. Donc voilà, si vous avez profité en quelque sorte de ceci, n'hésitez pas à laisser un like. Vous savez, ça fait plaisir. Un joli commentaire. J'aime toujours lire vos commentaires et partager avec vos camarades si vous pensez que ça peut les aider. Et voilà, on se verra bientôt.